Très bien, je vais commencer justement par vous parler. Ça, c'est complètement virtuel, ça n'existe pas. Pourtant, c'est une représentation de quelque chose qui existe bel et bien chez nous tous. Donc, c'est un globule blanc. Je vous donnerai plus de détails. C'est plutôt une représentation d'un lymphocyte qui est en train soit d'attaquer, soit d'interagir avec une microbille. Cet objet-là, donc cette cellule, ici, c'est une vraie image de microscopie électronique. On peut voir plus de détails. Ça fait typiquement 10 micromètres, donc un centième de millimètre. Et les globules blancs, on en a plein. Il y a beaucoup de types, mais aussi beaucoup de fonctions. Donc je vais vous en parler de quelques-uns en particulier. Et ici, vous avez une représentation, un dessin électronique ce qui serait un neutrophile qui est en train d'effectuer ce qu'on appelle une phagocytose. Donc phagocytose, c'est vraiment, on détecte un ennemi, entre guillemets, et on vient l'englober pour littéralement le manger et même le digérer. Et virtuellement, c'est même en réalité, ici, ce phagocyte va réussir à sécréter carrément de l'eau de javel pour aller attaquer. Donc on imagine que c'est très violent, mais c'est important puisqu'on doit se protéger de pathogènes, de bactéries. Mais on doit aussi nettoyer quand une cellule est morte, il va falloir s'en occuper et aller nettoyer pour que le corps ne stocke pas des cellules mortes partout. Autre exemple de globule blanc, très important aussi dans nos lignes de défense, car vous voyez qu'on parle beaucoup de cellules qui ont des fonctions de protection de l'organisme. Le lymphocyte T. Alors le lymphocyte T, il a plusieurs fonctions. Ici, je vous en donne deux qui sont vraiment fondamentales dans l'organisation d'une réponse immunitaire. La première, c'est d'effectuer un dialogue avec d'autres globules blancs. Donc quand un lymphocyte T rencontre un autre globule blanc, il y en a plusieurs types qui peuvent, on dit, présenter des molécules, il va se mettre en place ce qu'on appelle une synapse immunologique. Et au sein de cette synapse, imaginons que cette cellule ait trouvé dans sa vie, quand elle a patrouillé dans le corps une bactérie, elle a pu la manger, la découper et présenter à sa surface des petits bouts de cette bactérie. Et donc, si jamais un lymphocyte T va rencontrer une telle cellule avec ce tel passé, il va se mettre à la scanner et éventuellement détecter, ici, j'ai trouvé un petit bout de bactérie, donc il y a une bactérie quelque part, donc je vais lancer une réponse dans tout l'organisme au niveau du corps humain entier pour aller attaquer ce qui a donné lieu à ce petit bout qui n'est pas parti du corps normalement. Donc c'est quelque chose de très important d'identification et pour organiser une réponse immunitaire. Autre exemple, une réponse plus directe et plus destructrice immédiatement, on a un peu dézoomé, ici ce lymphocyte T, en voilà un autre, on a un peu dézoomé, c'est toujours le même. Il est en train de s'affairer terriblement en face de cette grosse cellule qui est une cellule tumorale. Donc ce qu'il est en train de faire, on dit qu'il lui fait un baiser mortel, un baiser de la mort si vous voulez, il fait encore une espèce de synapse, mais cette fois ici c'est un lymphocyte T qui est une sous-catégorie des lymphocytes T tueurs, et il est en train d'interagir, il a détecté que c'était une cellule tumorale, et il va jusqu'à lui injecter une espèce de cocktail de poison, qui va faire mourir la cellule. On voit ici, c'est assez cataclysmique. Et en fait, il faut la faire mourir de manière propre aussi. Il ne faut pas la faire exploser n'importe comment, sinon ça devient un peu inflammatoire. Donc il y a tout un processus très bien réglé. Et vous voyez que dans les deux cas, en gros, ça gigote de partout. Et ça fait longtemps que les immunologistes l'ont vu. D'où même l'idée a même émergé du point de vue du côté biologie, immunologie. La question c'est, est-ce qu'ici, il n'y aurait pas vraiment... On a l'impression, on a envie de voir que ça tire et que ça pousse. Et on se pose poser la question si c'est même important, s'il y a un rôle dans cette fonction de générer des forces. Donc nous, on est spécialistes de la mesure de ces forces qui sont très subtiles. Ici, je vous montrerai qu'on a pu mesurer des forces qui sont inférieures au nanonewton. Donc ça serait, on va dire, le milliardième de typiquement la force qui est le poids d'une pomme posée sur une table, par exemple. Donc c'est très subtil. Et comment est-ce qu'on peut mesurer des choses qui semblent a priori difficilement accessibles? Donc nous sommes spécialistes dans le développement de ce type de mesures. Et ici, je vous présente un dispositif qu'on a développé toujours dans le cadre de collaboration avec l'Institut Curie quand il s'agit ici de lymphocytes T. Donc ça, c'est encore un dessin électronique. Vous voyez ici donc le dispositif qui consiste à utiliser des micropipettes, donc des tubes en verre qui sont extrêmement fins, très délicats, et au final, au fond, à leur extrémité, seulement quelques micromètres, 10 micromètres, donc ici seulement quelques micromètres ici, qui permettent d'une part de maintenir sans trop la brusquer la cellule lymphocyte T et de lui présenter non pas une vraie cellule tumorale, par exemple, mais
on va arnaquer la cellule, si vous voulez, on va lui mettre une microbille avec des anticorps, des molécules dont on sait qu'elles sont activatrices. Donc c'est un système artificiel, mais qu'on connaît très bien, on appelle ça un système modèle, artificiel, mais qu'on maîtrise. Et donc on peut mieux comprendre les conclusions connaissant bien le stimulus. Donc cette bille, elle est maintenue aspirée fermement par une autre micropipette qui est plus fine et qui est très longue, ce qui fera de cette espèce de tige en verre quelque chose de tellement flexible, tellement déformable qu'une seule cellule, un globule blanc unique, sera capable de, s'il pousse, faire bouger la bille vers la gauche et s'il tire, faire bouger la bille vers la droite. Donc c'est très simple dans le concept. Appliquons ça à la réalité au microscope. Vous voyez ici vraiment la petite bille qui aura ses anticorps dessus, maintenue par la micropipette aspirée fermement. Un lymphocyte T, on l'appelle aussi une cellule T qui est maintenue délicatement. Donc, ça c'est dans le cadre de la thèse d'Anna Savicka au laboratoire. Anna va apporter le lymphocyte T au contact de la bille et à partir du moment où le contact a été fait, on ne touche plus rien. Donc, si ça bouge, c'est le lymphocyte T qui fait tout le travail tout seul. Donc, on lance et on regarde, c'est un petit peu accéléré, vous voyez, en minutes et secondes. Donc, ça commence à pousser fermement avec une énorme protrusion qui a été générée par le lymphocyte T et, une fois être revenu à la position initiale, ça se met à tirer. En fait, le lymphocyte T semble se contracter, il veut vraiment, on dirait qu'il voudrait manger cette bille, et il tire tellement fort qu'il arrive lui-même à s'extraire ensuite de la petite pression qui le maintenait aspiré dans cette micropipette. Donc à partir de ça, on peut, connaissant par ailleurs la rigidité, on peut la quantifier, on peut vraiment mesurer la force au cours du temps. On a mis en place et on a exhibé, on a réussi à démontrer l'existence d'une espèce de séquence temporelle mécanique. Et ça, c'est des informations très riches qu'on peut ensuite transférer, on peut ensuite donner cette information à des biologistes, immunologistes, ce qui permet de mieux comprendre en gros comment fonctionne cet animal-là en fait. On aimerait comprendre puisque c'est lui qui va nous protéger de nombreux pathogènes. Donc là je vous montre la même chose, vous voyez encore cette espèce-là, vous voyez on dirait un petit animal sortir d'un dessin animé qui essaye de cracher cette protrusion. Alors ici ce n'est pas un dessin électronique, c'est une vraie image, je n'ai fait que la coloriser. Donc c'est vraiment cette cellule, on dirait de la science-fiction, qui est en train de cracher cette espèce de ce qu'on appelle soit la trompe d'éléphant, soit le punch, comme l'appelle Anna, qui pousse au début cette bille qui l'aura, stimulée grâce aux molécules à sa surface. Donc on a caractérisé ces événements mécaniques. Et maintenant, je vais vous expliquer comment, grâce avec ce même approche technique, on peut utiliser étudier d'autres globules blancs. Donc voilà, maintenant, on repasse vers un autre type de globule blanc, pas un lymphocyte T, mais Alexandra Zak au laboratoire, elle s'intéresse à des neutrophiles qui, eux, vont aussi vouloir manger, mais vraiment faire cette phagocytose, englober, digérer. Et la question c'est, en fait, maintenant on sent que ça va être oui, mais est-ce qu'il y a des forces significatives et importantes, et donc on espère le prouver. Ici, on va donner à manger vraiment quelque chose de vivant, une levure, et on voit que ça peut vraiment donner envie de manger, et donc on va vraiment encore une fois faire tout un travail de quantification, démonstration qu'il y a des forces, quelles sont-elles, en fonction du stimulus. Et on peut continuer à s'amuser, entre guillemets, à donner quelque chose qui est beaucoup trop gros à un neutrophile, et on le forcera à avoir les yeux un peu plus gros que le ventre. Donc on a mis des molécules qui sont très alléchantes pour ce neutrophile, et on va voir qu'il va s'étaler et être frustré. On appelle ça une phagocytose frustrée, il ne pourra pas tout refermer. Mais là, ça lève plein de questions qui sont du domaine physique, mécanique. On peut se poser pourquoi il n'arrive plus à refermer. Donc ça pourrait être un manque de membrane. Ça pourrait être aussi que si jamais, et je vous expliquerai, on a des indices que c'est ce qui se passe, s'il venait plus dur pendant qu'il s'étale, si on est très dur, on aura du mal à la fin de se déformer de plus en plus. Donc nous, on continue dans cette voie-là à essayer de raffiner un peu notre analyse. Voilà de nouveau notre lymphocyte T qui pousse, qui fait son énorme protrusion. On peut mesurer là sa longueur, mais aussi sa force au cours du temps. Mais je vous ai parlé un peu de cette rigidification, donc on peut faire vraiment de la mécanique, voir si en plus, en interne, il ne changerait pas d'étape pendant cette minute ici. Donc pour cela, au lieu de simplement mesurer la force, on va commencer à faire une petite subtilité, on va osciller un peu la base de notre ressort, de notre tige flexible. C'est-à-dire qu'on va rajouter une petite modulation en force qui est subtile, vous voyez, c'est de 100 piconewtons.
Mais cette modulation en force, elle va rajouter au-dessus de la valeur moyenne de la longueur au cours du temps, une petite modulation sinusoïdale que vous ne voyez pas, qui est presque dans l'épaisseur du trait, de 100 nanomètres, si on zoome dessus. Et là, on fait vraiment de la mécanique, on met en relation un stimulus, une force, et une déformation qui en résulte. Et ce qu'on peut mesurer donc avec les dispositifs qu'on est en train de développer au laboratoire, c'est la mesure en direct de l'évolution de l'élasticité, la rigidité, si vous voulez, de la cellule, et on voit qu'elle explose pendant ce processus-là. Et des choses très étonnantes, très intéressantes pour nous, c'est qu'elle devient aussi beaucoup plus visqueuse, cette cellule. Donc en fait, c'est assez passionnant. On se rend compte qu'il y a une espèce de bouleversement interne dans un globule blanc pendant la réponse immunitaire. Donc on est en train de décortiquer les événements mécaniques, et encore une fois, pour ensuite transférer ce savoir vers la biologie et l'immunologie. Donc on essaye de faire une compréhension fondamentale, mais on a aussi en tête de l'appliquer à des cas plus dans la pathologie, notamment le cancer. Et ce qui se passe ces dernières années, il y a vraiment une grosse révolution dans le domaine des thérapies antitumorales, notamment avec l'arrivée de thérapies basées sur des anticorps, des immunothérapies antitumorales. Le principe est le suivant, c'est que dans beaucoup de tumeurs, en fait, il existe des lymphocytes qui sont des tueurs. Donc le tueur est déjà là et à la limite, il est en train déjà de vivre côte à côte avec une cellule tumorale, mais il ne fait pas le travail. Il ne se retourne pas, il ne l'attaque pas. Pourquoi? Donc les médecins et biologistes ont compris c'est que la cellule tumorale est capable de mettre en place un signal inhibiteur. Donc en fait, elle a réussi à aller appuyer là, si vous voulez, formé par contact encore avec la cellule tueur en fait. Elle a réussi à engager un signal qui est un signal inhibiteur, qui est en gros un signal « ne me tue pas, ne me mange pas ». Donc le problème est de lever cette inhibition. Donc les thérapies actuelles, dont certaines en clinique marchent très bien dans certains types de cancers de manière même assez miraculeuse, consistent à injecter dans la tumeur des anticorps qui d'une part vont bloquer ce petit récepteur en noir ici, et aussi bloquer celui qui donne le signal du côté tumoral. Et une fois que ce signal inhibiteur a été bloqué, eh bien, dans certains cas, en tout cas, le tueur se réveille, se tourne, dit « Ah, une cellule tumorale, j'attaque » et ça marche. La tumeur va pouvoir être attaquée. Donc nous, ce qui nous intéressera fortement, c'est d'aller regarder ces lymphocytes qui sont déjà dans les tumeurs, et ça, on pourra, avec l'Institut Curie, avoir accès à des cellules de cancer du sein. Et nous, notre hypothèse, c'est que, en fait, ces lymphocytes, ils ont été inhibés avec ce signal-là, mais ils sont aussi mécaniquement, ils sont devenus anormaux, c'est-à-dire un peu ramollos, si vous voulez. Et des expériences préliminaires sur des cancers ovariens nous ont montré qu'effectivement, un lymphocyte comme ça, extrait de la tumeur, si on lui met la bille que je vous ai montré dans les exemples précédents, il génère des forces, mais il ne se rigidifie pas autant, beaucoup moins. Il est beaucoup plus mou globalement. Donc c'est un indicateur qui semble montrer qu'on peut effectivement mieux comprendre par le prisme de la mécanique vraiment un comportement fondamental du globule blanc, mais aussi dans le cas justement appliqué à la lutte contre le cancer. Donc j'espère vous avoir convaincu qu'on peut regarder des choses très finement d'un point de vue mécanique, mais comprendre vraiment des choses qui sont vraiment de nature assez globale sur une réponse immunitaire, et aussi appliquer donc à la lutte contre le cancer en ce qui nous concerne. Voilà, merci pour votre attention.